Je vais vous parler, comme l'a dit Christophe, de conception d'innovation couplée pour une transition durable des systèmes agroalimentaires. Comme Christophe l'a dit, je remplace au pied levé Mireille et donc je me suis pas mal appuyée sur des contributions antérieures de Mireille, Marion Casagrande, Margot Leclerc, Juliette Miguerou Le Prince qui est en thèse et Marie-Benoît Magrini. Donc l'origine un peu du concept d'innovation couplée, puisque ça va être le concept au centre de mon exposé. En fait, on a fait le constat d'une approche classique de l'innovation dans les systèmes agroalimentaires, qui était que souvent, le plus souvent, un domaine, donc plutôt le domaine de l'aval, innove et impose des contraintes à l'autre domaine, l'agriculture. Et ça conduit souvent à une faible durabilité des systèmes agricoles, voire des systèmes agroalimentaires. Donc en fait, accroître la durabilité, on le sait tous, ça suppose une transition agroécologique, mais dans ces systèmes agroalimentaires et dans les territoires, les problèmes à résoudre, voilà, les problèmes à résoudre sont souvent complexes, multidimensionnels, et finalement, pour pouvoir les résoudre, il faut souvent impliquer une diversité d'acteurs, comme Muriel et Marc viennent de le présenter ici. Et dans impliquer une diversité d'acteurs pour développer de nouvelles techniques, mais aussi en général de nouveaux modes d'organisation adaptés. L'innovation, elle va pas seulement être technologique, mais elle va être aussi organisationnelle. Or, on sait que les acteurs qui conçoivent, développent et diffusent des innovations, ils n'agissent pas seuls, ils ne sont pas isolés, ils opèrent dans ce qu'on appelle un système sociotechnique et qui a été un peu au centre de ce qu'on a développé ensuite comme innovation couplée. Alors, le système sociotechnique, c'est quoi? C'est un réseau assez stable d'acteurs qui inclut donc différents acteurs, des agriculteurs, des fournisseurs d'intrants, des commerçants, des consommateurs, des chercheurs, des conseillers, etc. Les règles qui gouvernent leurs échanges de pratiques et leurs pratiques elles-mêmes, règles qui peuvent être formelles ou informelles, leur savoir, les technologies qu'ils mobilisent, etc. Donc tout ça, ça forme le système sociotechnique. Et le système sociotechnique dominant, en fait, qui est majoritaire aujourd'hui, va configurer le futur processus d'innovation. En fait, il va opérer comme un filtre, c'est la représentation qui est en bas à droite, il opère comme un filtre qui va sélectionner les innovations qui sont compatibles avec lui, avec les pratiques, les savoirs, les technologies que aujourd'hui ce système, les acteurs de ce système sociotechnique mobilisent. Et donc, ce filtre va écarter un certain nombre d'innovations qui peuvent être plus intéressantes, mais qui ne sont pas compatibles avec ces règles, ces savoirs et les technologies antérieures des acteurs qui forment ce système sociotechnique. Donc, en fait, les verrouillages sociotechniques qui correspondent à cette abandon, cette impossibilité d'émerger de certaines innovations, vont empêcher le développement d'innovations souvent vertueuses qui vont être favorables, voire indispensables à la transition agroécologique. Donc juste un exemple, je reviens sur la diversification des cultures qu'ont déjà mentionné Marc et Muriel. En fait, il y a eu des travaux qui ont mis en lumière un verrouillage sociotechnique autour des grandes espèces majeures du fait qu'il y avait de nombreux freins qu'on observait chez différents acteurs de la filière qui sont interconnectés et qui empêchent le développement des espèces mineures. Donc, par exemple, sur la sélection, un faible investissement sur les espèces mineures. Au niveau de la production, un manque de référence sur les performances et les effets précédents. Au niveau de la collecte, une logistique plus complexe et plus coûteuse quand il y a des espèces diversifiées. La transformation, les coûts de transaction de ces acteurs sur les espèces mineures sont plus élevés. Et au niveau de la distribution et de la consommation, l'intérêt environnemental de la diversification n'est pas identifié par les consommateurs. Et en plus, il y a une insuffisante coordination entre les acteurs, qui est souvent une cause de l'échec de la construction de nouvelles filières, parce que la circulation de l'information et les incitations sont insuffisantes. Donc en fait, vous voyez qu'il y a des freins aux différents maillons de la filière et en plus, ces freins, ils sont interconnectés. En fait, le monde agricole, son amont, son aval, le dispositif de recherche et développement se sont organisés et très très bien organisés autour des grandes espèces. Il y a eu un alignement de la majorité des acteurs du système socio-technique dominant autour de ces grandes espèces.
Et il y a eu des mécanismes d'auto-renforcement. En fait, ce verrouillage, il n'arrive pas d'un seul coup. Il est issu d'une organisation des acteurs qui s'est progressivement mise en œuvre et très très bien structurée. Par exemple, bah, les petites surfaces des espèces mineures, ça engendre peu de sélection génétique, parce que c'est pas assez rentable pour les sélectionneurs, des coûts de logistique et de transactions élevés, des références agronomiques plus rares. Donc finalement, la rentabilité de ces espèces, elle est diminuée et donc il y a encore moins de surface chez les agriculteurs. Vous voyez que là, il y a des liens de cause à effet qui mobilisent différents acteurs et qui expliquent en fait que ces espèces, elles vont être de moins en moins cultivées. Inversement, les espèces sur lesquelles il y a des grandes surfaces, bah, il y a plus de progrès génétiques, il y a plus d'innovation en protection des plantes, en technologie de transformation, il y a plus de références agronomiques, donc la compétitivité de ces grandes espèces, elle est confortée, elle est accrue, et du coup, il y a encore plus de surface. Donc, vous voyez des cercles vicieux qui s'organisent, qui expliquent ce verrouillage sociotechnique. Et donc, il faut voir le verrouillage comme quelque chose de systémique, il n'y a pas un responsable, tout le monde est solidairement responsable, et nous sommes tous d'ailleurs contributeurs au verrouillage. Et dans un système sociotechnique verrouillé, seules les innovations qui ne vont pas remettre en question les stratégies des acteurs, que j'ai décrites très succinctement, leur réseau, leur savoir et leurs normes, vont avoir une chance de se développer. Donc par rapport à ça, ben, comment surmonter ce verrouillage et enclencher une transformation vertueuse du système? C'est là que les innovations couplées peuvent intervenir. Si je reprends l'exemple de la diversification des cultures, pour pouvoir déverrouiller le système, il va falloir agir aux différents niveaux et surtout actionner ces différents leviers simultanément. Au niveau des débouchés, au niveau de la culture, de l'innovation technologique et au niveau de la coordination des acteurs. Je ne développe pas, mais c'est juste pour illustrer ce besoin d'actionner différents leviers simultanément. Et donc, c'est là que notre concept d'innovation couplée arrive. L'innovation couplée, c'est en fait finalement combiner des processus d'innovation des différents maillons, des acteurs des différents maillons du système alimentaire pour aller vers plus de durabilité. En fait, on voit bien que les différents domaines d'un système agroalimentaire sont interconnectés, mais on constate aussi que l'innovation, aujourd'hui, elle est majoritairement pensée et réalisée au grain de chaque domaine. Donc il y a des potentiels d'innovation insuffisants pour répondre aux enjeux sociétaux et environnementaux actuels. Et en fait, l'innovation couplée demande de reconnecter les différents domaines du système agroalimentaire pour articuler les processus d'innovation entre eux, pour qu'ils soient plus cohérents entre eux vers des systèmes plus durables. Donc, les innovations couplées, ce sont des combinaisons cohérentes d'innovation qui relèvent de différents domaines et qui nécessitent la coordination de différents acteurs pour résoudre un problème complexe. Et donc, ces innovations peuvent être de différentes natures. Donc, aujourd'hui, les travaux sur les innovations couplées, il y a deux grandes postures en recherche. Il y a des travaux, d'une part, qui ont plutôt une posture analytique et qui vont viser à comprendre ces processus d'innovation couplée existants et les conditions de leur essaimage, qui sont des processus assez complexes, hein. Et donc, c'est ce que fait Juliette Miguerou-Leprince dans sa thèse qui est en cours, que je co-encadre avec Margot Leclerc et Caroline Pénicaud sur les innovations couplées entre agriculture et restauration collective, et des postures transformatives qui visent à accompagner l'émergence de nouvelles innovations couplées. Et ça, c'est par exemple ce qui a été fait dans la thèse de Yann Boulestro, co-encadrée par Mireille Navarrete et Marion Casagrande, qui visait à diversifier les cultures maraîchères pour réduire l'usage des pesticides. Alors, dans la thèse de Juliette, donc, l'objectif, c'est de comprendre, d'analyser les processus d'innovation couplée entre les domaines de l'agriculture et de la restauration collective et les conditions favorables à leur essaimage et leurs impacts sur la durabilité du système agroalimentaire. Le constat de démarrage de la thèse de Juliette, c'est que la restauration collective publique, ça peut être un levier assez important pour accélérer la transition des systèmes agroalimentaires. Et il y a des outils de politique publique et des outils réglementaires qui visent à orienter et à stimuler les changements de pratiques à la fois dans les cantines et dans les champs. Mais on observe que les évolutions sont très lentes du fait d'un verrouillage sociotechnique, hein, l'organisation des cantines et l'organisation de l'agriculture sont un peu soumises à un verrouillage sociotechnique qui empêche une évolution forte dans les deux domaines.
Mais on sait aussi qu'il y a des niches d'innovation qui existent et ce sont ces niches que Juliette a essayé d'analyser. Donc Juliette, elle a trois grandes questions dans sa thèse. Sa première question, c'est quelles sont les caractéristiques d'un processus de conception couplé d'innovation entre agriculture et restauration collective? Et donc, elle a étudié un cas d'étude en particulier autour des pommes de terre dans une diversité de cantines. Donc à la fois la production chez les agriculteurs et l'utilisation dans les cantines et comment tous ces gens-là ont innové pour essayer d'aller vers quelque chose de plus durable. Et donc elle a utilisé comme cadre théorique la conception innovante et la conception pas à pas pour décrypter en fait les caractéristiques de ce processus d'innovation couplée. Dans un second temps, elle a regardé, dans un autre cas d'étude, quelles sont les conditions et les modalités de l'essaimage de cette conception couplée, puisqu'on voit que ce processus est très complexe, donc on se dit ben, comment il va pouvoir se déployer en fait dans les territoires. Donc elle a regardé un cas d'étude où il y a justement un programme de déploiement qui a été mis en œuvre et tout un tas d'activités mises en œuvre par différents acteurs pour permettre cet essaimage. Et enfin, dans une troisième question, elle regarde les impacts de la mise en œuvre de la conception couplée sur la durabilité des fermes et des sites de restauration. Donc là, elle le fait sur ces deux cas d'études initiaux, avec des entretiens, des analyses compréhensives et l'utilisation de différents outils pour caractériser l'amélioration de cette durabilité. Du côté de l'Athènes, j'en dirai pas plus parce que j'ai pas le temps, mais je pourrais répondre à des questions. Du côté de la thèse de Yann Boulestro, donc là, l'objectif, c'est vraiment d'accompagner. L'idée de démarrage, le constat, c'est que le maraîchage, c'est un secteur qui est fortement utilisateur de pesticides et que malgré l'implication forte de la R&D et des dispositifs d'accompagnement, c'est toujours un fort utilisateur de pesticides. Mais la diversification des cultures pourrait être un levier majeur pour réguler les bioagresseurs des cultures, notamment les bioagresseurs telluriques. Mais cette diversification se développe peu dans les exploitations à cause, là encore, d'un verrouillage. Donc, comment déverrouiller le système pour permettre aux maraîchers de diversifier leur culture? Donc, Yann, là aussi, je vais le décrire très, très succinctement ce qu'il a fait. Dans une première partie de sa thèse, il a fait un diagnostic du système sociotechnique pour comprendre où étaient les freins au changement de pratique, notamment au déploiement de la diversification pour gérer les bioagresseurs telluriques en maraîchage sous abri. Et fort de cette analyse, il a réalisé des ateliers de conception participative pour concevoir des innovations couplées. Donc, il a mis autour de la table tous les acteurs qu'il avait identifiés comme concernés par ce verrouillage. Et donc cette conception d'innovation couplée, elle a été par ailleurs soutenue par un jeu sérieux et nourrie par une traque aux innovations. Et ces ateliers ont débouché sur des prototypes d'innovation couplée, donc à la fois des innovations techniques, technologiques, mais aussi des innovations organisationnelles entre acteurs, pour soutenir effectivement la diversification en maraîchage. Et c'était un cas d'étude en Provence. Voilà, j'en dirai pas plus sur ces deux cas d'études, on pourra développer et répondre un peu à vos questions si vous le voulez. Juste pour terminer, deux éléments. La première, c'est que cette question de la compréhension et de la conception d'innovation couplée, c'est vraiment un front de recherche aujourd'hui. C'est quelque chose d'assez récent qui a émergé récemment, mais qui est assez actif. On voit ici, vous avez de recenser, je détaille pas du tout, mais pas mal de travaux récents ou en cours autour soit de la compréhension, soit de la co-conception d'innovation couplée, pour, plusieurs dans différents cas d'études. Et on voit dans la littérature que ce concept est de plus en plus mobilisé. Et donc, en termes de conclusion, ces travaux autour de la conception d'innovation couplée, il s'appuie d'une part sur des collaborations interdisciplinaires. Alors, vous n'avez pas vu non plus beaucoup de géographie dans mon exposé, mais selon les cas d'études, il y a eu de la collaboration entre agronomie et machinisme, entre agronomie et transformation alimentaire, entre agronomie et pathologie, et aussi beaucoup une implication de sciences humaines et sociales, notamment de sciences de gestion, par exemple pour décrypter des processus de conception ou des processus organisationnels et des sciences de la conception.
pas encore de géographie, mais on voit quand même à chaque fois un rôle clé du territoire, parce que vous voyez bien que ces innovations couplées, elles vont nécessiter des échanges assez forts entre les acteurs qui vont être facilités dès lors que les acteurs ils vont être engagés dans des territoires communs. Ces travaux, ils s'appuient aussi sur des interactions fortes avec les acteurs. Bien sûr, c'est au centre du concept d'innovation couplée. On essaye d'impliquer, selon les cas d'étude, à la fois des acteurs du régime dominant et ou des acteurs des niches. Ça dépend des fois, c'est un choix qui est raisonné au cas par cas. Et les interactions, elles nécessitent tout un tas de choses, de partager les visées, de partager les connaissances de chaque domaine, ce qui est pas toujours évident, partager les caractéristiques de la situation de chacun, explorer ensemble ou séparément, partager les éléments d'évaluation pour pouvoir progresser ensemble. Et tout ça, par exemple, Juliette, dans sa thèse, elle montre que ça nécessite de mettre en place des arènes dédiées pour tout ça. Et enfin, on a ces travaux, ils mobilisent des dispositifs, des méthodes et des outils assez variés. Au travers des différents cas d'études, on a vu des ateliers de co-conception, des jeux sérieux, on a vu souvent des terrains de jeu réels, même si c'est parfois compliqué, mais la plupart du temps, des travaux s'appuient sur ces terrains de jeu réels, parce que c'est beaucoup plus réaliste en fait à ce moment-là de concevoir ces innovations couplées. Et ça nécessite d'outiller l'analyse, la conception et l'évaluation des innovations couplées. Et donc le réseau IDEAS, avec la diversité de ses membres, justement, progresse sur ces questions à la fois en recherche, en accompagnement des acteurs et en formation. Voilà, j'ai mis un certain nombre de références, si vous le souhaitez, Merci beaucoup. à la fin.